matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce monde de l'information officielle qui est vraiment en train de trembler, de ce narratif officiel qui s'effondre de toutes parts. La révélation des Twitter Files a été un premier tournant. Et maintenant, l'ouverture des dossiers Epstein est un nouveau séisme. Elon Musk a tweeté à propos de ces documents. Il a dit Game Over en référence à des personnalités éminentes. Face à cela, les mécanismes de censure, du moins ici en France et en Europe, deviennent de plus en plus importants. Je parle bien sûr du DSA, de chat control et de toutes les sanctions contre les soi-disant agents étrangers, et plus précisément contre la désinformation russe. Il y a un an, Pavel Durov, le directeur de Telegram, a été arrêté en France et récemment, il y a eu une manifestation devant les bureaux de Twitter. Elon Musk, encore une fois, a tweeté à ce sujet. Il a dit qu'il s'agissait d'une attaque politique. Nous pouvons le voir ici aussi. Il y a vraiment une guerre entre la liberté d'expression et les anciens narratifs. Et je suis très heureuse d'en parler en accueillant Michael Schellenberger. C'est un plaisir d'être avec vous et merci de me recevoir. Je suis très heureuse d'être avec vous. Vous êtes le célèbre journaliste qui a révélé les Twitter Files. Merci encore d'être parmi nous. Nous sommes également en compagnie de Guy de Lafortelle. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes cofondateur de Tocsin et vous avez travaillé sur les aspects financiers des dossiers Epstein. Michael Schellenberger, pourriez-vous d'abord nous dire comment vous avez réagi lors de la publication des dossiers Epstein aux États-Unis? Ma première réaction, sincèrement, a été la joie. J'étais très heureux de voir que cela se produisait enfin. Je pense qu'il est facile d'être très cynique à propos de la politique. C'est le résultat de l'action de plusieurs républicains qui ont eu le courage de rompre avec le président pour exiger la publication des dossiers Epstein. Les démocrates n'ont rien fait pendant la présidence de Biden pour publier les dossiers Epstein, mais ils étaient unanimes dans leur volonté parce que Trump voulait le contraire. Les dossiers ont donc été publiés. Je pense qu'il est prudent de dire que tous les dossiers n'ont pas été rendus publics, qu'il y a certainement des dossiers qui contiennent des informations erronées, peut-être de la désinformation, mais qui contiennent aussi clairement beaucoup d'informations exactes. Et nous avons accès d'une manière incroyable, historique, sans précédent, à l'intérieur de cette intersection entre la finance, le droit, la justice, la politique, vous savez, le sexe. Epstein est en quelque sorte tout ce que les gens ont dit à son sujet. Je ne dis pas que toutes les théories du complot sont vraies, bien sûr, mais il se trouve clairement à la croisée de ces domaines. L'affaire Epstein est également fascinante parce qu'elle implique des révélations sérieuses de la part de personnes de gauche et de droite. Et à gauche, le consensus, je pense, est qu'Epstein a été assassiné dans sa cellule. Je pense que c'est l'avis de la plupart des journalistes à ce stade. Vous avez deux youtubeurs qui sont de très bons enquêteurs, ont souligné cela. Maintenant, CBS News semble arriver à la même conclusion. Cela signifie donc qu'il semble presque certain qu'Epstein, et quand ils l'ont montré, je ne l'ai pas vu, mais ils ont montré l'autre soir où il se serait suicidé à quelques mètres du sol. Il y a une accumulation de preuves assez accablantes qui montrent que ce n'est pas quelqu'un qui s'est étranglé lui-même. Nous sommes à un tournant de l'histoire. C'est comme si vous viviez au milieu du 19e siècle ou à une période où les choses changent vraiment.
tout le système mondial est en train de changer. Tout cela se passe bien sûr à un moment où l'Europe semble être à l'aube d'une vague de droite politique et où l'Union européenne et tous les grands pays européens, menés par Macron, votre président, tentent de censurer l'ensemble d'Internet. C'est donc un moment extraordinaire pour la délégitimation des élites, le manque de soutien envers elles. Je connais les chiffres de Macron qui tournent autour de 15 à 20%. Vous avez des gouvernements qui ne tiennent plus debout, ce qui signifie que les choses ne peuvent pas continuer et ne continueront pas ainsi. Et vous allez assister à un renversement des gouvernements à un moment où nous aurons vraiment un aperçu complet de la dépravation et de la corruption de la classe élitaire. Et je pense que c'est ce que montrent les dossiers Epstein. Merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses. Nous devons donc aborder chaque point séparément. Vous avez parlé de la méthode de publication. C'est comme une base de données ouverte à tous. Pensez-vous que c'était une bonne idée? Vous avez parlé de désinformation, peut-être de mésinformation, mais l'information est là. Il y a des faits. Que pensez-vous de cette méthode, pour commencer? Nous avons eu tellement de secrets sur tant de questions différentes. Nous n'avons toujours pas les informations sur les origines du Covid, même si la plupart des agences de renseignement affirment à ce stade qu'elles pensent toutes qu'il provient d'un laboratoire en Chine. Nous n'avons toujours aucun document, aucune preuve. Nous venons seulement d'obtenir les dossiers sur JFK, qui concernent un assassinat potentiel qui a eu lieu il y a 64 ans, 63 ans, 62 ans, je crois. Nous n'avons donc aucune information sur les PAN, même si nous savons qu'il existe des tonnes d'informations à ce sujet, dont une grande partie a été censurée. Et le président s'est malheureusement opposé à la divulgation des dossiers Epstein. Les chefs des services de renseignement ont menti ouvertement au public. Je me dois d'être un journaliste honnête en disant que je reçois des messages désagréables parce que je soutiens et crois en certaines choses que fait cette administration. Mais dans le cas des dossiers Epstein, il est évident que les services de renseignement ont menti ouvertement à ce sujet. Je pense que les services de renseignement ont menti sur la situation d'Epstein pendant tout ce temps et qu'il s'agit d'une énorme opération de dissimulation. Et nous n'avons toujours aucune idée de l'ampleur de cette affaire ni de ses ramifications. Nous savons tous que des informations sont dissimulées, des expurgations étaient présentes. Le député Massey, qui fait partie de ces courageux républicains qui ont obtenu la publication du dossier Epstein, a déclaré qu'il se rendait aujourd'hui au FBI pour consulter les documents sans expurgation, ce qui est assez incroyable en soi, si c'est vrai, et si ce que dit Massey est vrai. Et à mon avis, je pense que cela va se produire. Alors, la question sera, vont-ils cacher quelque chose à Massey? Et je pense que cela soulève des questions telles que faisons-nous maintenant? Quel est le processus? Il est clairement hors norme de divulguer de cette manière des documents liés à des affaires judiciaires. D'un autre côté, je pense que nous savons désormais qu'il existe un gouvernement secret aux États-Unis, que nous ne contrôlons pas entièrement le gouvernement, que le président ne contrôle pas entièrement le gouvernement. Un état profond. Le New York Times, tout d'abord, l'état profond était censé être une théorie du complot, jusqu'à très récemment. Maintenant, le New York Times vient de publier un nouvel article. C'est extraordinaire, et je crois que le titre est quelque chose à propos de l'état profond, à propos de la façon dont l'état profond s'est vengé de Nixon, la manière dont Nixon est tombé. Donc, les révélations qui s'annoncent, nous sommes dans une période similaire en termes de révélations à la fin des années 60, début des années 70, quand cela a culminé avec les audiences de la commission Church en 1975, où il y a eu le fameux pistolet de la crise cardiaque. C'est la célèbre photo qui ressort de ces audiences de la commission Church sur les services de renseignement. Et c'est à ce moment-là que le Congrès et le Sénat ont créé ces commissions pour exercer un contrôle. Massey, encore une fois, s'est imposé comme une figure historique majeure, aux côtés de femmes qui se sont révélées également. Nancy Mace, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert. Et puis, du côté démocrate, Ro Khanna mérite d'être salué, mais ils avaient plutôt un avantage politique.
Nous sommes à un tournant de la gouvernance, je pense, dans tous nos pays, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans une partie de l'Europe. Je pense que toute la situation avec l'OTAN et l'UE, le niveau d'incertitude, la crise de légitimité, la crise de gouvernance, c'est vraiment quelque chose que nous n'avons jamais vu, au moins depuis 60 ou 70 ans, voire plus, car il semble que l'ensemble du système mondial va changer. Il y a aussi cette possibilité que Gavin Newsom devienne président dans 3 ans et tente de rétablir l'ordre mondial tel qu'il était auparavant. Mais même dans ce cas, on a l'impression que quelque chose a changé, et les dossiers Epstein semblent être le début d'un processus, pas la fin. Pour vous donner une idée, j'essaie de constituer un groupe pour évaluer les dossiers Epstein un par un, afin de déterminer ce qui est réel, et ensuite, on pourra se demander quel est le schéma qui se dessine. Je voulais vous poser une question à ce sujet, car vous avez déjà travaillé sur les Twitter Files, et je pense que votre méthode de travail est très utile aujourd'hui pour ces dossiers. Ça a été l'avantage des Twitter Files. Non seulement vous avez pu avoir un aperçu de l'un de ces nœuds, dont Epstein fait partie, tout comme les Twitter Files, les Facebook Files et des dossiers de la Commission européenne que la Commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis vient de publier la semaine dernière. Ces dossiers sont tous réels. Il y a certainement des acteurs qui communiquent des informations qui représentent une forme de désinformation ou d'opération de tromperie. Mais je n'ai pas à m'inquiéter. Dans les dossiers Epstein, quelqu'un fait un rapport qui contient des informations vraies, et le FBI prend le rapport, mais il contient aussi des éléments qui semblent vraiment faux, ou qui ne correspondent pas aux autres preuves. Et puis, on découvre qu'il s'agit en fait d'une source humaine confidentielle qui a été discréditée, une personne vraiment étrange. Il s'agit d'un cas très spécifique concernant une personne nommée Charles Johnson, qui a fait l'objet de reportages par d'autres journalistes. Je pense donc que la différence entre les dossiers Epstein et certains de ces autres dossiers est qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent au FBI et certaines proviennent de personnes qui sont, je pense, psychotiques, qui souffrent peut-être de troubles mentaux, qui décrivent des choses tellement grotesques et logistiquement impossibles. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de références étranges à la nourriture dans les dossiers Epstein que j'aimerais approfondir. Comme vous le savez peut-être tous, il existe toute une théorie du complot sur les pizzas et les enfants, mais il y a beaucoup d'autres références alimentaires étranges dans ces dossiers, ainsi que beaucoup de références à la dentisterie. Euh, Quelles étaient les autres? Je crois que certaines concernaient des muffins. Je ne me souviens pas des catégories alimentaires spécifiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir un effort pour systématiquement classer les preuves en fonction de leur crédibilité, de sorte que l'on puisse dire, voici comment nous considérons la crédibilité sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10, en particulier dans le cadre d'autres preuves. On peut alors se faire une bien meilleure idée de ce qui se passe. À l'heure actuelle, je pense que la meilleure image qui a été présentée est celle d'un analyste nommé Mike Benz, qui est l'un des principaux chercheurs en matière de censure depuis de nombreuses années. J'ai lu ses travaux et j'ai compris qu'il s'agissait du complexe industriel de la censure. Selon Mike, Epstein se trouve à la croisée des chemins entre la finance, les activités criminelles et les services de renseignement. Et cela semble tout à fait juste. La question est alors de savoir ce qui se passe d'autre. Sagar Enjeti a publié aujourd'hui un email qui semble être une communication entre Epstein et Ariane de Rothschild, qui décrit une résolution d'un problème fiscal. Et il a dit quelque chose comme: J'ai été frappé par le fait que ses honoraires s'élevaient à 20 millions. C'est donc en quelque sorte un intermédiaire de très haut niveau. Vous avez examiné cela, Guy. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un scandale financier impliquant le fonds malaisien MDB et Rothschild de Genève. Et le jour où tout a été révélé aux États-Unis,
Ariane de Rothschild a envoyé un email à Jeffrey Epstein pour lui demander ce qui se passait et lui dire qu'il fallait joindre leurs contacts à Dubaï, car Dubaï était au cœur du complot. Quelques jours après cela, elle a envoyé le contrat pour des honoraires s'élevant à 25 millions de dollars, une fois la pénalité payée au gouvernement américain. Donc, oui, ce n'est pas rien. Vous avez dit plutôt que les dossiers avaient été divulgués contre la volonté de Trump. C'est un peu étrange de voir comment Trump se positionne, car il avait promis de tout divulguer. Ensuite, vous avez dit que l'administration a menti à ce sujet, et on a l'impression qu'en examinant les dossiers, il semble qu'il y a eu parfois des liens avec Epstein jusqu'à 2004, 2008, puis que cela ait cessé. À quel point pensez-vous que cela puisse nuire à Donald Trump? C'est étrange. Avez-vous une idée à ce sujet? Si je peux spéculer, je pense qu'il est évident que nous n'avons toujours pas tous les dossiers. C'est tout simplement impossible. Il manque trop de choses. C'est en partie pour cela que je pense qu'il serait peut-être approprié de créer un comité international pour enquêter correctement sur les dossiers Epstein. Et je vais en parler à certaines personnes, car nous devrions avoir des experts qui évaluent des preuves spécifiques, puis les mettent en relation, afin d'établir des chronologies, des personnages, des événements, des accords et d'autres éléments de ce type, et d'essayer d'y voir plus clair. À cet instant, l'image que je vois est quelque chose qui se situe à l'intersection de la finance, du crime et du renseignement. Voyez-vous quelque chose de différent? Non, non, je vois des intersections et je vois aussi que cela transcende les clivages politiques. Au début, il y avait beaucoup plus de démocrates que de républicains impliqués. Et il semble que les républicains soient également impliqués. Steve Bannon, nous avons les frères Cork, et je regardais un email qu'Epstein s'était envoyé à lui-même, je crois en 2018, à propos de Donald Trump, dans lequel il disait que Donald Trump était en quelque sorte un homme ruiné. Il n'avait pas d'argent, et ce qu'il faisait consistait à vendre son nom. Nous avons l'email ici, et c'est un email qui s'est envoyé à lui-même, donc je ne dis pas que c'est vrai, c'est ce qu'il me dit. Imaginons que quelqu'un veuille acheter une maison à Palm Beach et qu'il veuille que sa valeur augmente. Pour cela, il a besoin que la maison soit médiatisée. Et elle sera médiatisée si quelqu'un de célèbre l'achète. Ainsi, Trump recevrait quelques millions de dollars pour l'acheter. En réalité, ce ne serait qu'une fiducie, quelque part dans les îles Caïmans ou autre. Et Trump ne posséderait pas autant qu'il le prétend. Mais il ne serait qu'une couverture pour d'autres personnes. Le nom de ces autres personnes commencerait par un petit R. Il est question de R. Donc, nous ne savons pas s'il s'agit des Rothschild. Qui d'autre ça pourrait être? Probablement oui, c'est ce qu'il semblerait. Ça y ressemble probablement, oui. Et nous savons que Trump est vraiment évasif au sujet de ses déclarations fiscales, n'est-ce pas? Je suis désolé. On sait que ce ne sont que des spéculations, mais pensez-vous que cela vaut la peine d'approfondir la question? Car si quelqu'un comme Donald Trump a des liens financiers, cela signifie qu'il n'est peut-être pas aussi libre qu'il le prétend. Oui, je pense que c'est intéressant d'émettre des hypothèses, car il existe d'autres preuves. Je pense qu'Elon, lorsqu'il a rompu avec Trump, ce n'était pas un coup médiatique. Et quand il a dit que Trump était dans les dossiers Epstein, nous savions en quelque sorte qu'il manquait énormément d'informations. Est-ce qu'Epstein va pouvoir... Excusez-moi, Thomas Massie va-t-il être capable de voir tout ce qui se cache derrière les expurgations? Peut-être, mais va-t-il pouvoir voir tous les documents? Je ne sais pas. Ces documents ont peut-être trouvé un moyen de disparaître. L'autre chose à laquelle nous assistons, c'est que Starmer essaie maintenant de supprimer un grand nombre de dossiers judiciaires en Grande-Bretagne.
Donc vous avez ces scènes où ces élites exigent ouvertement une censure massive, la destruction de preuves, plus de pouvoir de surveillance. C'est une période très intéressante. Mais je voulais dire autre chose à propos d'Epstein, parce que je me suis dit exactement la même chose que vous aujourd'hui. Je suis sûre, comme tout le monde, qu'une partie du pouvoir des dossiers Epstein est leur pouvoir de persuasion. L'impression que ce n'est pas un excentrique, malgré tout ce qu'il semble être. Tant de personnes puissantes et influentes l'aiment, lui ont fait confiance. Elles ne faisaient pas que l'apprécier, elles aimaient ce type. Elles l'aimaient, littéralement. Elles l'aimaient et lui faisaient confiance. Et elle disait dans des emails, vous savez, oh, je dois aller chercher ma dose d'Epstein. C'est ce que quelqu'un a dit. Et c'était une personne importante, influente. D'autres personnes parlaient simplement d'aimer être avec lui, d'aimer ce qu'il faisait, d'aimer la pizza, des trucs glauques comme ça. Les gens l'aimaient vraiment. Et au milieu, vous trouvez Steve Bannon, sûrement l'une des figures les plus influentes de la droite. Peut-être la figure la plus influente dans l'ascension de Donald Trump, aux côtés de Donald Trump. Et... Bob Mercer. Pardon? Je mentionnais Bob Mercer. Oui, oui, bien sûr. Et puis à côté, il y a Noam Chomsky, qui est en quelque sorte le gauchiste radical le plus célèbre de ces 16 dernières années. Et puis, on se dit, oh, est-ce que c'est un fer à cheval politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite? Eh bien non, parce qu'ensuite, vous trouvez Steven Pinker, qui est mon ami et j'adore ce type. Il est brillant, mais il se met à dire qu'il n'y a rien d'intéressant dans ces dossiers. Puis il y a cette longue lettre qu'il a écrite, qui est intéressante, et je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet, donc je ne ferai pas de commentaires. Mais inutile de dire qu'il avait... Parce que parfois, d'un côté, on entend des choses telles que il y en a beaucoup comme Epstein, des centaines d'Epstein, comme l'a dit Mike Pence. Je n'en suis pas si sûre. Je pense qu'il était assez unique en son genre, à certains égards. Il y a peut-être d'autres personnes comme lui. Il y a d'autres personnes comme lui, j'en suis sûre. Je suis d'accord avec le principe. Cette fonction existe en dehors de lui. Mais c'est quelqu'un comme je n'ai jamais vu auparavant. Je n'ai jamais vu quelqu'un attirer autant de personnes de cette réputation, de lieux si différents, politiquement, et en quelque sorte être au service de toutes ces personnes. C'est l'autre aspect qui nous échappe. Parce que bien sûr, quand on fait de lui une figure démoniaque, en prétendant que c'est le diable, alors il n'est plus très intéressant. Ce qui est étonnant chez lui, c'est qu'il est très doué sur le plan social et émotionnel. C'est quelque chose que nous avons tendance à associer à des personnes très intelligentes, de très haut niveau. Mais il se peut qu'il soit simplement ce qu'il semble être, un financier qui était un génie de la finance, très doué pour comprendre les choses, résoudre les problèmes et aider les gens à cacher leur argent et à faire leurs affaires. C'est aussi probablement quelqu'un qui se situe plutôt haut sur l'échelle de la psychopathie et qui est plus à l'aise avec la prise de risque. Certains de ses comportements m'ont fait un peu penser à un psychopathe, comme quand Woody Allen et sa femme sont allés chez lui et qu'ils ont dit qu'ils étaient arrivés là-bas et qu'ils avaient juste dîné, qu'il n'y avait rien de prévu, qu'ils n'y avaient pas vraiment réfléchi. Et quand ils ont commencé à manger, c'était comme s'ils s'en fichaient complètement, comme si une partie humaine de l'interaction manquait. Mais à l'opposé, quand il a rencontré Larry Summers et qu'il désirait vraiment en faire son ami, il a sorti le grand jeu. Il a activé son charisme et son charme. Il y va et il séduit la femme de Larry Summers. Et quand je dis séduire, au sens figuré, pas littéralement. Et que fait-il? Il dit: «Oh, vous aimez la poésie? Vous avez un centre de poésie? Peut-on collecter des fonds pour votre centre de poésie?» Pour Epstein, 150 000, je crois que c'était ça, je me trompe peut-être. Le chiffre n'est peut-être pas exact. Mais il donne de l'argent, collecte des fonds pour le projet de poésie de la femme de Larry Summers. Maintenant, Larry peut fréquenter Epstein autant qu'il le souhaite,
parce qu'Epstein s'est lié d'amitié avec sa femme. C'est c'est un niveau supérieur. Je veux dire, c'est bien joué, c'est sophistiqué. Si vous êtes un agent des services secrets, vous vous dites que c'est incroyable. Si vous êtes juste un financier, c'est incroyable. Je pense que c'est rare. Et la dernière chose que je dirais à propos des dossiers Epstein, c'est qu'ils sont tellement vastes. Il y a encore tellement d'endroits à explorer. Je vais être honnête avec vous, je pense que certains d'entre eux sont potentiellement assez dangereux. Donc je me dis qu'on aurait peut-être besoin d'un comité international, parce qu'il semble y avoir beaucoup de personnes puissantes qui ne veulent pas vraiment que ces informations soient divulguées. Ah ouais, ouais, nous sommes volontaires. Très bien, j'inscris Toxin. Michael Schellenberger, pourriez-vous nous dire maintenant si vous comprenez qui est au sommet de la pyramide? Est-ce la CIA? Est-ce la famille Rothschild? Oui, alors, le point de vue officiel, l'histoire non conspirationniste, c'est que le département d'État contrôle la CIA, ou que la CIA est contrôlée par le président. Le président contrôle la CIA, toute la communauté du renseignement. Je pense qu'il est très clair que la CIA est de loin l'agence de renseignement la plus puissante, certainement plus puissante que notre directeur du renseignement national. Je pense qu'il est important que les gens comprennent que le consensus, l'opinion de l'élite après le 11 septembre, était que la CIA et le FBI étaient responsables. Et peut-être davantage la CIA que le FBI, car la CIA n'avait pas vraiment communiqué qu'elle surveillait ces personnes entrant aux États-Unis. Et ils ont créé un poste distinct de tsar du renseignement, censé être un poste très important avec le pouvoir de superviser l'ensemble de la communauté du renseignement, y compris la CIA. Et c'est ce qu'ils appellent le directeur du renseignement national, qui est actuellement Tulsi Gabbard. Ce poste s'appelle officiellement l'ODNI. C'est censé être le plus haut placé. Ce n'est pas le cas. J'adore Tulsi Gabbard, je suis un grand défenseur et fan de Tulsi Gabbard. Je pense qu'elle est une voix importante contre la guerre, contre l'interventionnisme et contre le militarisme au sein de l'administration. Elle continuera à éliminer les islamistes, qui sont des terroristes et qui sont dangereux, mais elle n'a clairement pas le pouvoir dans cette administration. Ce pouvoir est clairement entre les mains de Radcliffe. Et ce n'est pas de moi. Quelqu'un d'autre l'a dit. Je ne peux même pas citer la personne qui l'a dit car je ne m'en souviens pas, mais en gros, quand on regarde les médias traditionnels qui sont liés aux services de renseignement, à la politique étrangère et au blob, on regarde les personnes qu'ils attaquent et celles qui ne l'attaquent pas. Et cela nous dit tout ce qu'il faut savoir. Ils sont absolument obsédés par l'idée d'attaquer Tulsi Gabbard depuis le premier jour. Ils ne mâchent pas leurs mots, ils la traitent carrément de traîtresse aux États-Unis sans aucune raison, d'après ce que je sais, sans aucune preuve, parce qu'elle a rencontré un dirigeant étranger, ce qu'il faut faire pour éviter la guerre. Mais elle n'a pas le pouvoir. Il y a manifestement des relations entre elle et le président, et c'est leur affaire. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, et personne ne le sait vraiment. Mais je pense qu'en mettant de côté les personnalités, il existe clairement un gouvernement secret. Je préfère l'appeler ainsi plutôt que État profond, simplement parce que je pense qu'il est important de souligner que la situation dans laquelle nous semblons vivre, qui jusqu'à récemment relevait principalement du domaine des théories du complot, est une situation où vous savez, il y a clairement un certain pouvoir lorsque vous avez un président différent, même s'il est clair que le Congrès a un certain pouvoir de contrôle et nous les voyons exercer davantage ce pouvoir, mais il existe un autre centre de pouvoir qui semble être cette intersection entre les services de renseignement, la criminalité et la finance. Cela existe depuis la Seconde Guerre mondiale. J'ai interviewé quelqu'un qui avait une connaissance très approfondie de l'opération Gladio, qui concernait ces milices d'extrême droite en Europe après la Seconde Guerre mondiale. La CIA, bien sûr, n'est jamais partie, et la CIA a exercé un contrôle étendu sur les élections et les politiques étrangères.
Et il y a clairement eu beaucoup de retombées négatives lors de la montée de Trump et du populisme. La communauté du renseignement a été utilisée comme une arme par les démocrates, et surtout par les républicains anti-Trump, qui étaient anti-populistes et anti-nationalistes. Je pense que les gens pensaient qu'une fois que Trump serait revenu, il serait facile de s'en débarrasser. Je ne pense pas. Et je pense que les dossiers Epstein montrent que ce n'était pas le cas, que ce pouvoir gouvernemental reste en place et n'a pas à rendre de compte. Mais vous pensez qu'il veut se débarrasser de Donald Trump? Il apparaît clairement qu'un accord a été conclu entre Trump et, vous savez, la CIA, ou quel que soit ce gouvernement secret, où qu'il se trouve. Certaines de ces activités se déroulent dans des groupes de réflexion, des fondations, des contracteurs de l'armée et qui d'autre encore. L'Atlantic Council, comme vous le savez, est le groupe de réflexion de la CIA. Donc, ces choses circulent. Les compagnies pétrolières et gazières ont également des liens et tout le reste. Et je pense que ce que nous avons vu avec les Twitter Files, y compris de manière plus spectaculaire en France, c'est cette utilisation indirecte des ONG comme groupe de façade pour les services de renseignement, pour l'exécutif, pour le président. Quand on suppose que le président et les services de renseignement sont censés être la même chose, Macron utilise clairement les ONG comme un organe de service des renseignements français. Et c'est là que je dis qu'il existe un gouvernement secret. Quelle en est la preuve? Les Twitter Files. Et tous les autres dossiers des réseaux sociaux en sont la preuve. Et si vous ne croyez pas que c'est le cas, c'est que vous ne les avez pas consultés. C'est clairement ce qui se passe là-dedans. Nous voyons également maintenant les efforts actifs de désinformation, comme avec la Roumanie, qui prétend qu'il y a eu une ingérence électorale alors qu'il n'y en a pas eu, afin de pouvoir annuler un résultat électoral qu'elle ne voulait pas. Nous voyons la Commission européenne contrôler toutes les plateformes des réseaux sociaux et Vera Jourova, vice-présidente de la Commission, venir aux États-Unis et exiger un contrôle sur la manière dont les entreprises de réseaux sociaux censurent les élections américaines. Maintenant, vous voyez cette demande excessive d'identité numérique de la part de pratiquement tous les gouvernements européens. Cette réponse est une réponse totalitaire à la crise de la délégitimation. Ainsi, plus les élites entrent en crise, plus elles deviennent totalitaires. C'est à la fois menaçant et alarmant, mais aussi assez fascinant, je dois dire, en tant que journaliste, de vivre tout cela, car toutes ces choses se produisent en même temps. Oui, dites la Fortelle. Il y a une lueur d'espoir, car quand vous parlez, on dirait que tout est perdu. Mais pourtant, vous avez tous ces membres du Congrès menés par Thomas Massie qui ont réussi à obtenir tous ces dossiers. Comment quelqu'un qui est pour nous en France complètement inconnu, nous ne connaissions pas Thomas Massie avant les dossiers Epstein, comment est-il possible de se battre et d'obtenir cette victoire qui a permis la divulgation de tous ces documents? Comment cela s'est-il passé? En vérité, c'est très simple. C'est simplement le courage et le fait de vivre selon leurs valeurs du député Massey, de l'ancienne députée Marjorie Taylor Greene, de la députée Lauren Boebert et de la députée Nancy Mace. Je leur ai tous dit, je leur ai envoyé un SMS parce que nous les connaissons et j'ai témoigné devant leur commission. Et je leur ai simplement dit, sur X également, vous êtes des personnages historiques. Notre gratitude en tant que public devrait être immense envers ces personnages. Marjorie Taylor Greene a quitté ses fonctions à cause des dossiers Epstein. Et elle a démissionné de son poste de députée parce qu'elle a subi la colère du président, qui a considéré ses actions comme une trahison. Je suis sûre qu'il y avait d'autres raisons, donc je ne veux pas dire que c'était entièrement à cause d'Epstein, mais je pense que c'est en partie à cause de cela. Nous savons que Lauren Boebert a été traînée à la Maison-Blanche et réprimandée pendant un temps interminable et bouleversant, et que la Maison-Blanche a utilisé les outils machiavéliques qui ont toujours existé et qui n'ont pas fonctionné sur ces trois femmes courageuses et cet homme.
qui sont des dissidents républicains et qui ont suffi à faire basculer toute l'affaire. Et comme vous le savez peut-être, dès qu'il est devenu évident qu'ils avaient les votes, tout le monde à la Chambre, à l'exception d'une personne, a voté en faveur des dossiers. C'est la meilleure publicité pour le premier amendement et pour la liberté d'expression dans le monde, les dossiers Epstein. Tous les médias ont dit qu'il s'agissait d'une théorie du complot. Tous les médias ont dit qu'il n'y avait rien là-dedans. Pourquoi tout le monde fait-il toute une histoire à propos des dossiers Epstein? Tout l'establishment, à gauche comme à droite, a simplement dit que ce n'était rien du tout. Et tous ceux qui voulaient voir les dossiers Epstein étaient des idiots, des gens avec un faible QI, des gens qui venaient de nulle part. Vraiment, on a dit les pires choses sur les gens qui continuaient à réclamer les dossiers Epstein. Et ils ont gagné grâce aux réseaux sociaux, à la liberté d'expression, ou du moins l'étendue que nous avons. Tout cela a suffi pour triompher du président des États-Unis. Franchement, je pense qu'une grande partie des services de renseignement, une grande partie de l'establishment, ne voulait pas qu'il soit rendu public. Regardez Bill Gates. Personne ne lui fait plus confiance. Personne ne fera plus jamais confiance à Bill Gates. Il peut dépenser tout son argent en relations publiques et en publicité, mais cela n'a aucune importance et il le sait. Et Melania s'est exprimée et a fait une déclaration à ce sujet et elle a dit qu'il fallait aller au fond de cette affaire. Et je pense que c'est l'autre aspect des dossiers Epstein que nous ne devons pas négliger. C'est que ce n'est que le début, pas la fin. Et nous devons mener une enquête sérieuse. Et il y en aura plusieurs, je pense. Et il devrait y avoir des enquêtes menées correctement, en éliminant les mauvaises informations, les informations erronées, ou la désinformation, ou simplement les informations inexactes. Car les informations exactes dont nous disposons actuellement brossent un tableau très clair, je pense, de cette intersection entre le crime, les services de renseignement et la finance. Cela soulève certaines questions concernant la surveillance. Nous sommes confrontés à des personnes vraiment mauvaises, et je pense que tous les Américains et tous les Européens souhaitent que leur agence de renseignement les protège. C'est en grande partie ce que nous voulons. Ce serait bien qu'elle nous protège des virus créés en laboratoire en Chine. Ce serait bien que les services de renseignement nous protègent des terroristes, y compris des islamistes, et pas seulement de ceux sur lesquels ils ont décidé de se concentrer politiquement. Mais je pense que nous ne voulons pas que les services de renseignement se livrent au genre d'activités que nous voyons dans les dossiers Epstein. Savez-vous qu'en France, particulièrement, certains fact-checkers dans certains médias continuent de dire que les dossiers Epstein relèvent de la théorie du complot? C'est toujours ce que nous entendons ici en France. Je n'ai pas encore écrit à ce sujet, mais je pense que le mot théorie du complot et le sens de ces mots ont maintenant changé. Quand on qualifie quelque chose de théorie du complot, je ne pense pas que les gens soient plus sceptiques quant au fait qu'il s'agisse vraiment d'une théorie du complot. Je pense qu'on observe maintenant l'effet Streisand, qui consiste à attirer l'intérêt, et que le mot conspiration n'est plus une injure. C'est le résultat inévitable de l'énorme intérêt du public pour les dossiers Epstein et les PAN, qui sont un domaine de recherche tout à fait légitime et nécessaire, alors que le gouvernement garde le secret, comme sur les origines du Covid. Nous continuons à subir la censure à chaque fois que nous pensons avoir compris. Quand j'étais avec vous à Strasbourg, je pensais que nous avions atteint un sommet. Et c'est une erreur que beaucoup d'entre nous commettent dans le journalisme. Nous nous disons: «Ah, c'est bon, j'ai compris comment Macron a utilisé les ONG et le pouvoir judiciaire pour se livrer à une censure massive. Nous avons enfin compris». Et puis nous avons appris que Vera Jourova s'était rendue aux États-Unis pour dire à TikTok comment censurer les Américains pour les élections américaines. Nous avons besoin de plus d'informations. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'étais impatient de vous parler à nouveau, c'est parce que je pense que ce genre de conversation que nous avons, les exigences que nous formulons et l'attention que nous accordons à ces choses, et aussi le simple fait de dire: «Écoutez, quand ils disent que c'est une théorie du complot, eh bien, les dernières fois, il s'est avéré que nous avions raison.
Et en fait, il l'appelait ainsi parce que c'était un complot. Le problème n'était pas qu'il s'agissait d'une théorie. Le problème était qu'il y avait en fait des faits pour étayer cette théorie du complot. Je pense que ces nouveaux documents de la Commission européenne vont avoir plus d'effet. Je n'ai pas vu les médias grand public ici en parler comme d'une théorie du complot. Ils l'ignorent en quelque sorte, parce qu'ils la soutiennent manifestement et en veulent davantage. Mais je pense que personne ne peut nier que ces gouvernements exigent la censure, surtout maintenant qu'ils en font une question désespérée. Pouvez-vous nous dire comment le peuple américain a réagi après cette affaire Epstein? Les Américains qui ont lu des articles sur Epstein sur les réseaux sociaux se sont prononcés en faveur de la divulgation des dossiers, ce qui explique pourquoi cette divulgation a reçu un soutien quasi unanime. Mais le changement ici, c'est que les médias grand public en parlent correctement. Et j'ai mentionné CBS News. Je pense que c'était déjà le cas avant que CBS News soit repris par Barry Weiss, qui est une figure majeure de la réforme. Elle faisait partie de ces journalistes ayant travaillé sur les Twitter Files et maintenant, nous avons ces reportages de CBS qui indiquent clairement que Jeffrey Epstein a été assassiné. Je ne pense pas que les États-Unis aient encore vraiment pris conscience que CBS rapporte essentiellement suffisamment de faits qui indiquent que Jeffrey Epstein a été assassiné. Vous ne trouverez pas de titre disant que CBS News a découvert que Jeffrey Epstein a été assassiné, mais c'est ce que suggère tout leur reportage. Et au-delà de CBS, il y a de très grands youtubeurs libéraux qui, selon moi, sont en réalité des personnages qui, dans des circonstances normales, souffrent du syndrome de dérangement anti-Trump. Ils détestent tellement Trump et ils voient Trump dans les dossiers et Elon, et pour eux, c'est un coup dur pour leurs adversaires politiques. Et je pense que les révélations de Chomsky ont eu un impact sur la gauche. Chris Hedges, qui est très très radicalement à gauche, il a écrit pour le New York Times. Je pense qu'il a été l'un des Pulitzer pour le New York Times. Il est vieux maintenant, mais il a publié une brève déclaration exprimant sa profonde déception à l'égard de Chomsky. Et j'ai vu des gens sur TikTok et Instagram aussi qui disent que c'est comme si Chomsky est aussi très célèbre en France et en Europe. Chomsky, c'est comme si je pense que l'impression que l'on avait de Chomsky était qu'on pouvait être d'accord ou pas d'accord avec certaines choses, mais c'était quelqu'un d'intègre, imposant un certain respect même à droite. Le fait qu'il ait aidé Epstein et élaboré avec lui une stratégie pour le sortir de son procès, je pense que quelque chose s'est brisé. Et c'est pourquoi je pense qu'en ce moment, les dossiers Epstein, leur importance, je pense juste que cela a vraiment brisé une certaine confiance dans une plus large mesure. Vous ne pouvez pas faire confiance à l'establishment, mais au moins nous pouvions faire confiance aux radicaux ou aux marginaux comme Chomsky. Et le voilà dans un avion privé avec Epstein, en train de l'aider de manière très inappropriée. C'est le genre de personne que Chomsky a passé toute sa carrière à dénoncer. Chomsky, plus que quiconque, a écrit des attaques très virulentes contre la CIA. Oui, Bill Lafortelle? Nous savons que les élections de mi-mandat auront lieu à la fin de l'année. Comment pensez-vous que cela pourrait bouleverser le paysage politique? Pensez-vous que cela jouera un rôle dans la redéfinition de la politique aux États-Unis? Désolé, c'est un grand mot, mais vous voyez. Historiquement, les élections de mi-mandat sont remportées par l'opposition. C'est, je pense, une tendance assez claire au fil du temps. Je pense qu'il y avait au début un certain espoir au sein de l'administration Trump que cela pourrait être différent, que le niveau de victoire des républicains en 2024 était si important que le président avait non seulement remporté le vote populaire, mais que les républicains avaient également pris les deux chambres du Congrès. Bien sûr, cela s'est également produit avec Biden. Je dirais que la propre interprétation de la situation politique de l'administration Trump est apparue après la fusillade d'Alex Preddy à Minneapolis, le deuxième décès après René Good. La réaction du public a été si intense, y compris à droite,
que je pense que l'administration en a été ébranlée. De toute évidence, Trump a nommé une nouvelle personne. Cette personne, Homan, a retiré 700 agents du Minnesota. C'était une opération malmenée de l'ICE dans le Minnesota. L'erreur, je veux dire, ce qui était troublant à ce sujet, je pense, pour le peuple américain et pour les gens qui s'y intéressent vraiment, c'est qu'il s'agissait de 2 meurtres, pas un seul. Et vous êtes censé corriger après avoir vécu l'une de ces tragédies, mais aucune correction n'a été apportée. Ce qui signifie que vous commencez à vous poser des questions sur la compétence de l'administration. Et la compétence était une grande partie de la raison pour laquelle les gens voulaient Trump, parce qu'ils estimaient que Biden était incompétent, et que c'était l'incompétence de Biden, et pas seulement son idéologie, qui avait conduit à l'ouverture des frontières. Je n'ai pas vérifié les taux de popularité des républicains. Il est difficile de voir s'il y a eu un changement important après Minneapolis, mais parfois, ces choses ne se reflètent pas dans les chiffres. Et on peut sentir intuitivement qu'il y a eu un changement. Donc, si je devais faire une supposition, je dirais que les républicains vont perdre la Chambre des représentants et qu'il est possible qu'ils perdent également le Sénat. Je pense que cela dépendra beaucoup de ce qui se passe d'ici novembre, évidemment. Mais si je devais faire une supposition, je dirais que oui, ils perdront la Chambre. Et c'est une très mauvaise nouvelle à bien des égards pour l'administration Trump, car la Chambre passera les 2 prochaines années à mener des enquêtes qui ne feront qu'alimenter la gauche. Oui, mais Michael Schellenberger, quand vous voyez Elon Musk tweeter, quand il dit game over à des personnalités éminentes, vous le voyez apparaître maintenant, il dit beaucoup de personnalités éminentes, mais en particulier à gauche. Vous ne pensez donc pas qu'il ait raison quand il dit en particulier à gauche? Eh bien, il y a beaucoup de Bannon là-dedans. Et je pense que c'est pour cela qu'Elon s'en prend à Bannon. Nous avons également vu Howard Lutnick, qui est notre secrétaire au commerce. Et il a déclaré dans une vidéo qu'il avait juste jeté un coup d'œil à la maison d'Epstein, vu une table de massage au milieu du salon, et que lui et sa femme étaient sortis, dégoûtés. Et Lutnick a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec lui. Nous savons maintenant qu'ils ont fait des affaires ensemble de nombreuses années plus tard. Donc, il a ouvertement menti. C'est un peu comme quand je travaille sur la question des PAN. À un certain moment, je me dis que je veux juste une enquête en bonne et due forme, et que les informations soient proprement divulguées. C'est pourquoi je continue à attirer l'attention sur le travail de Massey et de ces 2 autres membres du Congrès, et sur la nécessité d'une enquête en bonne et due forme. Car tout cela a été mené de manière complètement aléatoire, sans professionnalisme. Je pense que c'est un signe de la pourriture et de la corruption qui imprègne notre classe élitaire et du contrôle exercé par les banquiers. D'après ce que j'ai compris, Macron vient du monde de la finance, du monde bancaire. Il a en quelque sorte été choisi par les banquiers. Trump était passionnant dans le sens où c'était un populiste qui s'opposait clairement à l'establishment. Les dossiers Epstein, je pense, compliquent cette version de l'histoire pour Trump, surtout depuis que tous ses principaux collaborateurs, y compris le directeur du FBI et le vice-président, ont tous déclaré que les dossiers Epstein étaient très importants et constituaient un problème majeur qui devait être rendu public. Maintenant, nous les avons, mais seulement après que beaucoup de sang ait été versé par ces membres du Congrès républicain. Et je pense que nous ne les avons toujours pas tous. Je suppose que c'est techniquement une spéculation, mais vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui ne seraient pas d'accord avec moi. Ils ont retenu ou détruit d'autres documents, et ce ne sont pas tous les documents que nous avons là. Et Massey, je crois, a dit tout de suite qu'ils en avaient publié 3000, mais qu'il devrait y en avoir 5000. Ne me tenez pas responsable de ce chiffre, mais je pense que les preuves sont assez claires pour montrer qu'ils n'ont pas fourni tous les documents. Ce que je dirais, c'est que ce qui joue en notre faveur, c'est qu'il y a beaucoup de documents.
Et je pense que nous pouvons distinguer certains schémas et certaines répétitions dans ces documents. Si nous approfondissons notre travail, nous pourrons obtenir une image beaucoup plus claire de ce qu'est le gouvernement secret, cette sorte de force obscure qui est le centre de gravitation, qui fait tout bouger autour de lui. Quelqu'un a écrit quelque chose sur X ce week-end. Quand on a une vision de ce monde souterrain, de ce genre de monde secret, on commence à voir tout un tas de choses qui prennent sens à des niveaux supérieurs. Je pense donc que la chose la plus puissante que nous puissions faire dans beaucoup de cas, c'est simplement de mieux le comprendre et de mieux le décrire. Parce que je pense qu'une fois que vous faites cela, cela devient beaucoup plus difficile pour ces agences, pour les puissants, pour les élites et autres. Ils se retrouvent piégés. Je pense que l'autre question non résolue est le chantage. Est-ce qu'il y avait vraiment du chantage? L'email qu'Epstein s'est envoyé à lui-même, où il dit toutes ces choses terribles sur Bill Gates, j'ai été surpris que les médias grand public en aient fait état de manière si littérale, dans le sens où on pouvait voir une personne essayer d'en faire chanter une autre sans preuve. Il suffit de s'envoyer un email contenant des propos terribles, puis de le transférer à la personne que l'on tente de faire chanter en disant «Oh, je viens de prendre cette note pour moi-même» ou quelque chose du genre. Ou bien, si l'on ne veut pas se faire prendre, on peut simplement s'assurer que la personne puisse le voir, ou faire en sorte qu'elle sache que l'on est en possession de cet email. Ce n'est pas une preuve que Bill Gates ait fait ces choses. Et donc, quand vous m'avez demandé tout à l'heure si j'avais des scrupules éthiques concernant la divulgation des dossiers Epstein, je vous ai répondu que oui, dans le sens où Bill Gates dit qu'il est innocent de ce qu'Epstein a dit dans cet email, et nous n'avons aucune preuve de cela. Et si nous voulons avoir un véritable sens de la justice, cela ne suffit pas pour condamner Bill Gates devant un tribunal, seulement devant le tribunal de l'opinion publique. Je pense que sa carrière, d'une certaine manière, est ruinée et que sa réputation est ruinée. Peut-être injustement, peut-être pas. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'autres photos de Gates et d'Epstein, et tellement d'autres communications claires. Et le fait que sa femme l'ait quitté à cause de cela, et l'ait clairement fait savoir au Wall Street Journal. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont vraiment les aspects qui touchent aux services de renseignement et au gouvernement, car ce sont les branches du gouvernement que nous sommes censés contrôler. Merci beaucoup, Michael Schellenberger. Dites Lafortelle, avez-vous un dernier mot? Eh bien, oui, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit à propos du charisme d'Epstein. Ce qui est très frustrant dans la plupart des dossiers que j'ai lus, c'est que la plupart du temps, on trouve quelqu'un qui est en fait très agréable, qui aide les gens. Prends mon jet privé, je vais te traiter des centaines de milliers de dollars, tout le temps à appeler tout le monde. C'est comme s'il négociait son environnement social. Et ce que je crains, c'est que, paradoxalement, nous avons le côté positif, mais pas le côté négatif. Nous n'avons pas les cassettes vidéo, car, bien sûr, on ne fait pas chanter les gens par email. On les appelle et on voit ça avec eux. Évidemment, nous devons enquêter beaucoup plus, car je pense que même s'il s'agit de 3 millions de fichiers, ce n'est qu'une petite partie de ce qui s'est réellement passé et j'espère que nous pourrons obtenir le reste. Mais le ministère de la Justice a déclaré: «Ne pensez pas que ce soit le début, c'est la fin et nous ne publierons rien d'autre». Il sera probablement un peu difficile d'en obtenir davantage. Qu'en pensez-vous? Je dirais que je suis devenue plus optimiste quant à la possibilité d'obtenir des documents, simplement parce que nous en recevons de plus en plus. Je suis ouvert aux personnes qui me demandent de rechercher des informations dans les Twitter Files, mais je pensais en avoir fini avec eux. Et puis, début 2024, nous découvrons les Twitter Files relatifs au Brésil, et ceux-ci se sont avérés être une avancée considérable pour comprendre la censure dans ce pays. Et puis, nous avons trouvé les Twitter Files relatives à la France. Et cela a été une véritable avancée pour montrer l'implication directe de Macron et la manipulation des ONG avec votre système judiciaire. Maintenant, nous avons les dossiers de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Je pense donc qu'il y a des raisons d'être optimiste, persévérant et exigeant au sujet des dossiers, et de ne pas abandonner, car c'est la leçon à tirer ici. Ceux qui voulaient la vérité sur l'affaire Epstein ont continué, même après avoir été traités de fous par tous les membres de l'establishment. Et même leurs amis et leurs familles les considéraient probablement comme des fous, mais ils ont finalement découvert quelque chose d'important.
Je voudrais ajouter une chose au sujet du chantage, qui est selon moi un élément important. Je pense que la situation à laquelle nous avons affaire, et je suis prêt à être contredit, est plutôt qu'il contrôlait les gens en leur donnant ce qu'ils voulaient. C'est là que réside son génie maléfique. Comment a-t-il vraiment suscité l'intérêt de Chomsky? Il lui a dit, eh bien, pourquoi ne pas parler à Ehud Barak? C'était le fantasme de Chomsky, d'avoir une certaine influence sur la politique au Moyen-Orient. De quoi Larry Summers a-t-il besoin? Il a besoin d'Epstein pour que sa femme le laisse tranquille, afin qu'il puisse faire la fête sur l'île et dans la maison d'Epstein, sans avoir d'ennui avec sa femme. Et Epstein l'a rendu possible. Ce ne sont pas des coups de main aléatoires. Maintenant, je pense que le problème avec l'histoire du chantage, c'est Mike Benz qui a dit cela, et ça me semble juste. J'aimerais voir ça contesté. Si vous faites chanter quelqu'un, ou s'il y a le moindre indice allant dans cette direction, cela détruit la principale monnaie d'échange qu'il avait avec tout le monde, à savoir leur confiance. Et ce n'était pas seulement cela, parce que rappelez-vous la maison d'Epstein avec Woody Allen, Chomsky, Larry Summers, Ehud Barak, Bill Weld, l'ancien directeur de la CIA sous Biden. Tout cela a discuté et quelqu'un dit, j'ai entendu dire qu'Epstein essayait de faire quelque chose de louche avec un tel. Cela pourrait nuire à Epstein. Au lieu de cela, ils sont tous copains et disent, mon Dieu, n'est-il pas le meilleur? Ou il a aidé ma femme avec cette chose-là, j'ai pu parler à Ehud Barak. Ils adorent tous Epstein. Je pense donc que cela montre le pouvoir qu'Epstein était capable d'exercer. Je pourrais appeler ça le soft power. Et probablement, si certains hommes souhaitaient organiser des fêtes avec des jeunes femmes, il y avait une caméra. Récemment, un sceptique d'Epstein a affirmé en ligne qu'il existait un rapport du FBI indiquant qu'il n'avait trouvé aucune caméra ni rien d'autre, alors que le New York Times a publié la photo avec la caméra au-dessus d'un lit et le lit au milieu de la pièce. Et quand j'ai vu ce lit au milieu de la pièce, ma réaction a été: peut-on jurer sur cette chaîne YouTube? Je me suis dit, ce lit est fait pour baiser. C'est à ça que sert ce lit. Il ne sert qu'à une seule chose, et il y a une caméra au-dessus. À quoi ça pouvait bien servir si ce n'était pas à faire du chantage? Mais je pense que ce qui va à l'encontre de cette théorie, c'est qu'il ne pourrait jamais s'en servir. Cela n'a de valeur que si ça reste derrière le rideau. Et chaque fois que vous l'utilisez, cela peut détruire son énorme valeur. Tout ce capital social qu'il a accumulé au fil des années avec des personnes extrêmement puissantes et influentes. Une dernière question. Quand vous voyez Elon Musk dire qu'il faut diffuser les vidéos d'Epstein, pensez-vous qu'il parviendra sur sa plateforme, sur Twitter? Oui. Le Télégraphe a rapporté, comme d'autres médias, que le FBI en avait saisi une tonne. Le procureur général a dit qu'il y avait des vidéos. Dire qu'il n'y a pas de vidéos, c'est dingue. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos. Donc, s'ils ne les ont pas détruites, ils doivent les remettre au public. Oui, on a besoin de ces vidéos. Pourquoi est-ce si difficile? On a besoin de ces vidéos et bien sûr, ils ne veulent pas les diffuser. Mais s'ils les avaient, je suis sûre qu'Elon adorerait les avoir sur X. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Michael Schellenberger. C'était un plaisir. Thank you so much. It was a great pleasure and a great honor to talk with you today. Merci d'être tocsin. J'ai foi en vous. En Allemagne, il y a les publications de Julian Reichelt. Et je pense que le journalisme indépendant que vous faites en Europe est essentiel, en particulier à un moment où les médias traditionnels ont pris le parti des censeurs. Thank you so much. Merci beaucoup. Nous serons très heureux de collaborer à nouveau avec vous et peut-être de collaborer à cette enquête sur les dossiers Epstein. Merci encore et merci Guy de Lafortelle.